En philosophie, il y a des idées qui sont un peu comme les fondations d'un immeuble. On les pense tellement solides qu'on ne se pose même plus la question de leur solidité. Elles sont juste là et on construit tout le reste par-dessus. Mais alors, imaginez un instant ce qui se passerait si quelqu'un débarquait et décidait, comme ça, de donner un grand coup de pied dans ces fondations. Alors le truc, c'est que pendant des siècles, une grande partie de la philosophie, ce qu'on appelle l'empirisme, reposait sur deux idées, deux piliers qu'on croyait vraiment intouchables. Le premier, c'est cette fameuse distinction analytique/synthétique. Ça a l'air compliqué, mais en gros, c'est l'idée qu'il y a deux types de vérités. D'un côté, celles qui sont vraies par définition, du genre un célibataire n'est pas marié, pas besoin de vérifier. De l'autre, les vérités qui dépendent des faits, comme il pleut, ça il faut regarder par la fenêtre. Et le deuxième pilier, le réductionnisme, c'est l'idée que chaque affirmation, toute seule, peut être testée face au monde réel pour voir si elle tient la route. Et là, au milieu du XXe siècle, arrive un philosophe, Willard van Orman Quine. Et lui, il ne vient pas pour faire des petites retouches, non. Avec une phrase toute simple, il annonce carrément son intention de démolir ces deux piliers, de tout mettre par terre, pour repenser complètement notre manière de comprendre ce qu'est la connaissance. Bon, allons-y, on va s'attaquer au premier dogme, cette fameuse distinction analytique-synthétique. Au premier abord, ça semble couler de source. L'idée que certaines phrases sont vraies juste parce que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Alors, une vérité analytique, c'est ça, c'est une phrase qui est vraie par définition. L'exemple que tout le monde donne, c'est « aucun célibataire n'est marié ». On n'a pas besoin de faire une enquête pour savoir si c'est vrai. C'est dans la définition même du mot célibataire. C'est évident, non? Ça paraît simple comme bonjour. Eh bien, c'est justement là que Quine commence à tout déconstruire. Il nous montre que cette simplicité n'est qu'apparente. En fait, il nous met au défi. Pour vraiment définir ce qu'est une vérité analytique, il nous dit qu'il faut d'abord pouvoir définir ce qu'est une signification. Logique. Mais, pour comprendre la signification, on a besoin d'un autre concept, la synonymie. C'est-à-dire le fait que deux mots aient le même sens. Et c'est là que le piège se referme. Comment on fait pour définir la synonymie de manière solide, sans tricher? On pourrait dire, par exemple, que célibataire et homme non marié sont synonymes. Pourquoi? Parce que la phrase « tous les célibataires sont des hommes non mariés » est analytique. Oups, on vient de tourner en rond. On a utilisé le concept qu'on cherchait à définir pour le définir lui-même. Et voilà, on est en plein dans le mille, c'est le cœur de l'argument de Quine. C'est un raisonnement parfaitement circulaire, c'est le fameux serpent qui se mord la queue. Pour définir l'analyticité, il faut la synonymie, mais pour définir la synonymie, il faut l'analyticité. Au final, cette distinction qui semblait si évidente, eh bien elle s'effondre. Elle ne repose sur rien d'extérieur, juste sur sa propre logique interne, qui tourne en boucle. Donc si on résume, ce mur bien propre qui était censé séparer les vérités de définition et les vérités de fait, il n'existe pas vraiment. La frontière est totalement floue. Et ça, le fait que cette distinction ne tienne pas, ça va avoir un effet domino et faire tomber le deuxième dogme. Alors le deuxième dogme, c'est le réductionnisme. C'est cette idée, assez intuitive aussi, que chaque affirmation prise toute seule peut être vérifiée face à l'expérience. On a une hypothèse, on fait un test et hop, on sait si c'est vrai ou faux. Une affirmation, un test, une réponse. Simple. Mais là, encore, Quine n'est pas d'accord du tout. Il utilise une métaphore géniale. Nos affirmations sur le monde, elles ne passent pas une par une devant ce qu'il appelle le tribunal de l'expérience. Non, elles y vont toutes ensemble, en bloc, comme un seul grand corps. Et pourquoi c'est si crucial? Eh bien, ça nous ramène à ce qu'on vient de dire. Si on ne peut pas séparer proprement la partie définition de la partie fait dans une seule phrase, comment est-ce qu'on pourrait isoler juste la partie fait pour la tester face au monde réel? C'est impossible. Dans chaque chose qu'on dit, le langage et le monde sont inextricablement liés. Bon, alors, Quine a fait tomber les deux piliers. C'est le chaos. Mais il ne nous laisse pas au milieu des ruines. À la place, il propose une vision complètement nouvelle et franchement révolutionnaire de ce qu'est la connaissance. Et cette vision, elle tient dans une autre de ces métaphores très puissantes. L'ensemble de notre savoir, c'est comme un immense tissu, une étoffe que l'on a tissée nous-mêmes et qui ne touche la réalité, l'expérience, que sur ses bords, à sa périphérie. Visualisons un peu cette toile de croyances. C'est un réseau gigantesque où chaque croyance est connectée à toutes les autres. Au centre, bien à l'abri, on a nos croyances les plus solides, les plus abstraites, la logique, les maths. Ensuite, en s'éloignant du centre, on a les grandes théories, de la physique, de la biologie. Et tout au bord, à l'extérieur de la toile, ce sont les croyances qui sont en contact direct avec l'expérience, nos observations de tous les jours.
Et là, les implications sont dingues. D'abord, ça veut dire qu'aucune croyance, absolument aucune, n'est à l'abri d'être modifiée. Même une loi de la logique, si l'expérience le demande, on pourrait la changer. Et à l'inverse, on peut s'accrocher à n'importe quelle croyance, même si elle semble fausse, à condition de modifier plein d'autres choses ailleurs dans la toile pour que tout reste cohérent. Quand on fait face à une nouvelle expérience, ce n'est pas une seule croyance qui est testée, c'est l'ensemble du système, toute la toile, qui est mise sous tension. Alors, à quoi ça ressemble au final une philosophie de la connaissance sans ces deux dogmes? Eh bien, la science change de statut. Son but n'est plus de découvrir une sorte de vérité absolue avec un grand V. Ça devient quelque chose de beaucoup plus pragmatique, un outil. L'objectif de notre grande toile de croyance, ce n'est pas d'être une copie parfaite de la réalité. C'est d'être un outil efficace pour mettre de l'ordre dans nos expériences et prédire ce qui va se passer ensuite. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion la plus déstabilisante de Kuhn. Tenez-vous bien. D'un point de vue purement logique, il n'y a pas de différence fondamentale entre les objets physiques, cette table, cet ordinateur, et les dieux d'Homère. Ce sont dans les deux cas des concepts que l'on pose pour expliquer le monde, des sortes de mythes utiles. La seule et énorme différence, c'est que le mythe des objets physiques s'est avéré être un outil incroyablement plus puissant et efficace pour organiser notre expérience du monde. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si la ligne de démarcation entre une théorie scientifique et un mythe efficace est si floue, qu'est-ce qui guide vraiment la recherche de connaissances? Est-ce qu'on cherche la vérité ou est-ce qu'on cherche simplement ce qui fonctionne le mieux?